commencer. Sans plus tarder, on va accueillir notre première présentatrice qui est Madame Sophie Parent. Donc, Madame Sophie Parent est une travailleuse sociale qui travaille dans différents organismes féministes. La Covid-19, elle a ramené ces dernières années sur les bancs de l'école et l'a poussée à s'intéresser un peu plus à la recherche. Elle a des intérêts de recherche variés, puisqu'elle s'intéresse au sexe, au genre, à la marginalisation et également à l'exclusion sociale. Donc bonjour Sophie, et je vais te laisser partager ta présentation et débuter cette super soirée. Bonne chance à toi. Merci beaucoup pour cette superbe introduction. Donc, je vais vous partager mon écran ici. Donc, vous l'avez bien en mode diaporama. Oui, tout à fait. Super, merci. Bonjour à tous. Donc, comme ça a été nommé, je suis travailleuse sociale. Puis, présentement, j'ai fait un retour aux études à la maîtrise encore en travail social. Le sujet auquel je m'intéresse en ce moment, c'est la question de la monogamie ou plus spécifiquement des alternatives à celle-ci. Donc, ce soir, je veux regarder avec vous différentes façons, en fait, de faire pour, comme mon titre l'indique, ne pas se faire mal avec la monogamie. Sans plus tarder, ça implique quoi la monogamie? C'est quand même un mode relationnel qu'on prend pour acquis. Donc, c'est répandu en Occident depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça s'est popularisé beaucoup par la montée du christianisme. Ça a eu pour fonction, là, à travers l'histoire, de servir à contrôler la descendance, qui est quand même pratique quand on cherche à déterminer des questions d'héritage. Et avant l'arrivée de différents moyens contraceptifs, à limiter un peu la propagation des ITSS. Moi, en fait, ça a été nommé plus tôt. Je m'intéresse aussi beaucoup aux questions là, par rapport à la norme puis à la déviance. Donc, je m'intéresse à la question de la mononormativité. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée là, que le couple monogame hétéro, c'est la seule configuration relationnelle possible, que la monogamie, c'est supérieur, puis on va en fait juger moralement tout ce qui va dévier du couple monogame conventionnel. Donc, je peux penser à un exemple dans l'actualité, mais vous voyez ici, le docteur Arruda qui nous disait en 2020 que la monogamie était préférable de ce temps-ci pour limiter la propagation de la COVID-19. La monogamie, je m'y intéresse aussi d'un point de vue féministe. Donc, j'ai mis des références plus récentes, mais ça fait quand même depuis là, les années 60-70 qu'il y a une critique féministe de la monogamie comme institution. Donc, on reproche à la monogamie d'être une institution patriarcale puis capitaliste, donc par lequel, en fait, une conjointe va être la propriété de son mari. Il y a aussi dans la monogamie cette prétention-là de vouloir dire qu'on protège les femmes de la violence, alors que d'un autre côté, c'est aussi un mode relationnel où est-ce que dans la culture populaire, on va beaucoup romantiser la jalousie comme étant une preuve d'amour, alors que, il y a beaucoup de corrélations qui ont été faites entre la jalousie puis les moyens de contrôle, puis différentes formes de violence faites aux femmes. Donc, on a aussi cette structure-là qui est héritée du patriarcat, qui a des impacts sur les femmes. Puis, bien entendu, au niveau du contrôle de la sexualité puis du corps des femmes. Donc, en opposition à la monogamie, mon principal sujet d'intérêt, c'est la non-monogamie consensuelle. Donc, la non-monogamie consensuelle, il y en a qui la qualifient en fait d'orientation relationnelle. Donc, qui s'inspire un petit peu là, des théories LGBT, des théories queer à propos du genre, comme quoi le genre, ce serait un continuum, ou comme quoi l'orientation sexuelle, ce serait un continuum. Sauf que là, on parle plus d'un continuum sur la façon d'être en relation. Un peu pour se dire, qu'est-ce que ça mange en hiver, là, la non-monogamie consensuelle. Je pense que j'ai sauté une slide parce que mon PowerPoint, il bug. Voilà. Donc, la non-monogamie consensuelle, c'est ça. C'est l'ensemble, en fait, des ententes relationnelles dans lesquelles les partenaires acceptent d'avoir des relations concomitantes de nature sexuelle et ou amoureuse. Donc, là-dedans, on va inclure le polyamour,
l'échangisme, le libertinage, les relations libres ou ouvertes, l'anarchie relationnelle. Ce que ça exclut, ben là, on exclut là-dedans l'adultère, qui serait plus une non-monogamie non consensuelle, ou tout ce qui est les questions liées à la polygamie, la polygynie, on va exclure ça de la définition. Ça ressemble, ça peut avoir toutes sortes de formes, ces ententes relationnelles-là. Donc, à gauche, en haut à gauche, on en a 6 plus simples, puis complètement en bas, on peut voir là, le cauchemar de tous les infectiologistes de ce monde. Et bon, il y a des modes relationnels qui sont plus simples que d'autres. En comparaison, on a le couple monogame ici, qui implique en fait 2 personnes. Il y a dans la communauté scientifique qui étudie la question de la non-monogamie consensuelle, cette question-là, à savoir, est-ce que c'est une orientation relationnelle ou est-ce que c'est un choix? Puis il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Donc, je vous ai montré un petit peu plus tôt là, le spectre des orientations relationnelles. Il y en a qui sont d'accord avec ça. Il y en a qui parlent plutôt d'un choix. Donc là, je vous ai mis, par exemple, des extraits d'entrevues de pré-recherche que j'ai réalisées avec une femme polyamoureuse qui, elle, là, mettait vraiment plus de l'avant que elle, ça avait commencé comme un choix, puis ça s'était développé comme identité, mais qui me parlait aussi de gens dans son entourage qui, pour eux, c'était plutôt une question identitaire. Donc, c'est quand même un sujet de recherche nouveau. Donc, il n'y a pas encore de consensus à ce niveau-là si c'est un choix ou une orientation. Une chose est sûre, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la question. Donc, ça, par exemple, c'est un petit tableau que j'ai fait de ma bibliothèque Zotero avec les papiers de recherche que j'ai trouvés. Donc, on voit qu'on s'y intéresse un petit peu au début des années 70, qu'il y a un creux dans les années 80 puis que ça reprend vers la fin des années 90-2000. Une hypothèse, en fait, pour ce creux-là dans la recherche qui est quand même questionnante, c'est bon, d'abord dans les années 80, qu'est-ce qu'on a eu? Bien, on a eu la crise du VIH-Sida, où est-ce qu'au niveau de la santé publique, on recommandait justement la monogamie comme moyen de limiter la propagation du TSS. Donc, on se demande, bon, est-ce qu'il y a eu moins de recherches là-dessus à cause de ça ou parce que les chercheuses ont assumé qu'avec la crise du VIH-Sida, il y aurait moins de ces pratiques-là, mais n'ont pas plus investigué. Donc, on ne le sait pas. Une autre hypothèse pour ce trou-là dans la recherche, c'est que c'est aussi les années au pouvoir de M. Reagan aux États-Unis, qui n'est pas non plus quelqu'un qui était connu pour être un fervent fan de recherche au niveau de la sexualité. Donc, on a 2 hypothèses possibles qui ont peut-être aussi joué en concomitance pour expliquer ce creux-là. Mais en tout cas, on voit dans les dernières années un boom dans la recherche à ce niveau-là, hormis peut-être en 2020. Mais bon, il y avait une petite crise planétaire à ce moment-là. Donc, ça peut expliquer certaines choses. Dans la population, c'est le moment de regarder vos voisins. Il y a quand même beaucoup de gens qui qui pratiquent la non-monogamie consensuelle. Donc, on estime qu'il y a environ 20%, donc une personne sur 5 qui aurait expérimenté une alternative à la monogamie au moins une fois dans sa vie. Ça fait beaucoup. Ça veut dire que vous connaissez possiblement quelqu'un qui a déjà essayé ça dans sa vie. Puis, chez les plus jeunes, donc les 18-34 ans, c'est le quart. Donc, c'est énorme. Si on regarde au niveau de la prévalence dans la population canadienne, mais là, c'est 2,4% à 4%. Donc, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même une bonne proportion. Puis, on a 12% de la population canadienne qui évaluerait ce genre de relation-là comme étant leur idéal. Donc, ça aussi, là, c'est très parlant. Et, ça veut dire que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus de monde. Si on se penche sur qui est-ce que c'est, en fait, les personnes non monogames consensuelles, bien là, on se rend compte que c'est des gens qui sont plus jeunes que la moyenne nationale. Donc, vous avez vu dans ma slide précédente que c'était plus fort chez les 18-34 ans. Les hommes sont légèrement plus nombreux à s'y intéresser, ce qui fait aussi que moi, je me demande, OK, mais pourquoi les femmes moins? Dans l'ensemble des recherches que j'ai consultées,
toutes, on note une surreprésentation des minorités sexuelles. Donc, ça aussi, c'est quand même intéressant de voir qu'il semble y avoir là, une forte corrélation entre des pratiques non traditionnelles puis le fait d'appartenir à une minorité sexuelle. Puis au niveau des données sur la situation socio-économique, c'est un petit peu plus contradictoire. Donc, il y a des études qui soulignent que c'est des gens plus de race caucasienne, puis dans des situations socio-économiques aisées, puis avec un plus haut niveau d'éducation, comme il y a d'autres études qui disent que il n'y a pas vraiment de différence. Donc, à ce niveau-là, on a encore besoin de plus de recherche pour en savoir un petit peu plus. Là, quand on se demande, bon, tantôt on a dit, il y en a pour qui c'est une orientation relationnelle, mais qu'est-ce que les gens vont chercher dans ce mode de relation-là? Bien, c'est sûr qu'il y en a que c'est une plus grande liberté, la possibilité là, de répondre à leurs besoins en voyant plus qu'une personne significative dans leur vie. Le nombre de raisons qui sont données par les participants aux différentes études qui existent sont plutôt nombreuses. Le fait que ce soit minoritaire, bien là, c'est sûr que ça amène aussi un certain nombre de problèmes. Donc, en général, étant donné que c'est des gens qui ne correspondent pas à la norme monogame, bien, ils vont vivre plus de stigma, de discrimination. Je suis travailleuse sociale, donc ça m'interpelle particulièrement aussi de voir que la relation avec les professionnels de la santé et des services sociaux est plus difficile, notamment au niveau de est-ce que je fais mon coming out ou pas à mon professionnel, est-ce que je vais me faire juger? Pour les familles polyamoureuses ou polyparentales, ou, bref, où est-ce que l'unité parentale est non monogame, bien, ça devient un enjeu au niveau de la reconnaissance légale de plus d'un parent. Donc, au Québec, au Canada, il y a seulement qu'un maximum de 2 parents qui peuvent être reconnus. Il y a des parents qui s'inquiètent aussi de faire leur coming out à l'école des enfants parce qu'ils se demandent est-ce que mes enfants vont être stigmatisés par ce choix-là. Puis il y a aussi une crainte de est-ce que la protection de la jeunesse va juger ce mode relationnel-là? La plupart des études, pour l'instant, semblent indiquer que les habiletés relationnelles puis parentales des parents non monogames sont similaires à celles dans la population générale. Donc, ça ne semble pas être justifié, mais la crainte, elle est quand même là. Puis, bien, enfin, je m'intéresse aux questions plus féministes. Donc là, on voit que on vient quand même là, contre un stéréotype de genre, de dire que ben là, les femmes elles peuvent avoir une sexualité, puis non seulement ça, mais elles vont assumer qu'elles peuvent avoir plus d'un partenaire sexuel à la fois. Donc, ce qui va venir parfois avec son lot de jugements moraux. Pourtant, ben, je vous ai mis à gauche des pionnières de la recherche et de la littérature non monogame si vous voulez les rechercher plus tard. On remarque que les personnes qui pratiquent la non-monogamie consensuelle sont plus satisfaites dans la réponse à leurs besoins parce qu'il y a plus de gens. Ils ont des meilleures habiletés de communication et de gestion de conflits. Encore une fois, ils sont plus en relation, donc c'est quelque chose de quand même logique. Ce point-là fait sourciller beaucoup. On a des pratiques sexuelles plus sécuritaires. Ça semble un peu contre-intuitif parce que normalement, plus de partenaires sexuels veut dire plus de risques. Mais en fait, ce que Connelly, en bas à gauche, elle a mis de l'avant dans ses recherches, c'est, en fait, les non-monogames tendent à compenser ce risque-là en ayant plus de discussions au niveau de la contraception, en se protégeant plus, en assumant moins, en fait, que l'autre personne se fait tester, puis en se faisant tester plus régulièrement. Donc, en fait, ce qui vient jouer un tour au monogame, c'est beaucoup, en fait, le manque de communication, puis d'assumer des choses. Pour les femmes, c'est beaucoup dans les recherches, surtout celles de chefs, nomment que ça leur permet une plus grande reprise de pouvoir dans leur sexualité et dans leurs relations. Puis, pour les parents, ils nomment beaucoup le fait qu'ils trouvent que ça donne plus d'adultes significatifs puis de soutien autour des enfants, ce qui est perçu comme quelque chose de positif. Donc, en bref, ce que j'aimerais qu'on retienne là, de ma présentation, c'est pas nécessairement que la non-monogamie est un mode relationnel supérieur, mais je trouve que c'est plutôt une occasion pour tout le monde qui est en relation de questionner les normes associées à la monogamie, donc la mononormativité, de questionner ses a priori,
puis amener peut-être justement là, à prendre des pratiques de ces groupes-là plus marginaux au niveau de la discussion autour des règles puis des attentes qui sont souvent implicites et non pas explicitement nommées. Et donc, pour conclure, en fait, c'est pour dire que ben, la monogamie, ça ne devrait pas être une raison pour se faire mal. Donc, je vous remercie. Puis, si vous avez des questions, vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire à mon adresse Ucherbrook. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup. Oh, vas-y, Maud, vas-y. Merci beaucoup, Sophie, pour votre présentation. C'était vraiment intéressant. Puis je pense que les liens nous ont bien aidés à comprendre la non-monogamie. Donc, on va maintenant passer aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les écrire dans le chat ou simplement lever votre main, puis je vais vous donner la parole. Donc, je peux peut-être commencer. Tu as mentionné l'anarchie relationnelle, puis j'avoue que je ne sais pas pantoute c'est quoi. Donc, je ne sais pas si tu pourrais expliquer un peu. Oui, bon, en fait, l'anarchie relationnelle, c'est une forme de non-monogamie consensuelle dans laquelle, souvent, on ne va pas mettre de hiérarchie entre les relations et dans laquelle en fait, les seules règles qu'il va y avoir, c'est les règles que les partenaires acceptent de se mettre entre eux. D'ailleurs, si vous voulez là, trouver un petit glossaire, le fun pour les différents thèmes, le langage, je vous recommande de lire La salope éthique de Easton and Litz, qui vient avec un petit glossaire là, du jargon polyamoureux et non monogame. Merci. Est-ce qu'on aurait des questions dans l'audience? Ah oui, Julie? Et oui, moi j'en aurais une, mais potentiellement plusieurs après. Ma première question, c'était est-ce que tu penses, toi, Sophie, qu'il peut y avoir que le choix, en fait, entre le fait d'être un choix ou une identité, cette monogamie consensuelle-là, donc le choix du type de relation, si on veut, est-ce que ça peut être lié à la génération? Parce que le fond de ma pensée dans tout ça, c'est que peut-être que les générations plus âgées, comme c'était plus stigmatisé, c'était plus un choix. Tandis que peut-être dans les générations un peu plus jeunes aujourd'hui, ça vient avec leur identité en fait. C'est une excellente question avec beaucoup de sous-questions. Écoute, c'est sûr qu'en ce moment, il se passe quelque chose de générationnel parce qu'on voit qu'il y a plus de jeunes qui semblent adopter ça. Je ne sais pas pourquoi. Je peux pas dire non plus parce qu'il y avait des non-monogames il y a quand même très longtemps. Je pense, entre autres, juste aux années 60-70, l'amour libre, ben, ça existait déjà. Les communes, c'était déjà quelque chose qui sont aussi des formes de non-monogamie. Donc, je te dirais que je suis un peu embêtée là-dedans. Donc, je me promène entre les recherches qui disent que c'est un choix, les recherches qui disent que c'est une orientation. Je ne pourrais pas te dire, pour moi, ça me fait penser un peu à la question qu'on pose de « Ah, il me semble qu'il y a plus de gens homosexuels qu'avant, il y a plus de gens trans qu'avant. » Ça me fait beaucoup penser à ce discours-là. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais je n'ai pas toutes les réponses non plus. Oui, ça répondait bien. Mais du coup, je vais y aller avec la suite parce que ça se lit bien. J'avais une autre question justement par rapport à la génération plus jeune. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien? Mais c'est vraiment des questionnements. Là, je veux dire, j'ai aucune preuve de ce que j'apporte. Mais est-ce que tu penses que peut-être ces jeunes-là, comme on vit dans un monde qui est quand même de plus en plus connecté, communicant, je dirais, est-ce que c'est ce besoin de communiquer-là, dans le fond, qui peut faire que il y a davantage de relations multiples parce que justement, il y a un besoin plus fort de communication? C'est une excellente question. C'est là non plus, je ne pourrais pas t'y répondre explicitement. Je n'aurais pas tendance à dire qu'il y a un besoin plus fort de communication. J'ai l'impression que l'idée de communication, c'est plus culturel. Là c'est la travailleuse sociale qui parle, qui voit sa pyramide de Maslow avec les besoins, puis qui se dit, les besoins relationnels, c'est quelque chose qui est là tout le temps, du moment que tes besoins physiologiques sont répondus. Donc oui, ça me semble difficile pour moi d'associer ça à un besoin. C'est bon. Encore une fois, j'ai pas vraiment la réponse. Oui, c'est des recherches en cours, c'est bien normal. Merci. Marie-Claudette, tu peux y aller?
Oui, merci beaucoup pour cette présentation, Sophie. Moi, j'avais juste une question par rapport à ce que tu as dit à propos des minorités sexuelles qui avaient plus tendance à adopter des relations non monogames, consensuelles. Euh, Est-ce qu'il y avait des hypothèses par rapport à ça? Oui, et puis c'est une hypothèse. Les hypothèses qui sont mises de l'avant, je les trouve super intéressantes. On va beaucoup mettre de l'avant ce qui est par rapport à la norme. Donc, il y en a beaucoup qui vont se questionner sur OK, est-ce que quand on questionne déjà une première norme, donc les minorités sexuelles vont bien sûr déjà challenger les normes au niveau du genre, l'hétéronormativité, ben, c'est plus facile après ça de questionner une deuxième norme parce que ben, tu es déjà hors norme. Donc, c'est l'hypothèse qui est de l'avant en ce moment, c'est que questionner une première norme facilite de questionner une autre norme après. Oui, merci beaucoup. Oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais je vais avoir d'autres questions aussi après. Oui, on a des questions dans le chat. On va prendre une dernière question. Donc, on va y aller avec la question de Carl. Est-ce qu'un couple qui se forme entre deux personnes qui n'ont pas les mêmes idéaux relationnels est une recette pour la catastrophe? Mon Dieu, je ne pourrais pas me prononcer aussi clairement pour dire que c'est une recette pour la catastrophe, mais il y a des études qui ont eu lieu au niveau de la satisfaction relationnelle selon les différents idéaux des personnes dans le couple. Puis c'est sûr que c'est des études qui sont venues, en fait, après qu'on ait voulu évaluer est-ce que les couples ou les triades ou diades ou les ententes non monogames sont moins satisfaites. On a regardé, bon, les non monogames ensemble sont aussi satisfaits, sinon plus, que deux personnes monogames ensemble. Puis quand il y a une différence, c'est là qu'il semble y avoir plus d'insatisfaction. Fait que je ne sais pas si c'est une recette pour la catastrophe, mais ces personnes-là ont à négocier plus d'insatisfaction au niveau du mode relationnel, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Sophie. On va s'arrêter là pour la période de questions. Ceux qui avaient des questions supplémentaires, vous pouvez soit attendre la fin de la soirée, soit éventuellement envoyer vos questions par courriel, je pense, à Sophie, puisque c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure. Tu prendrais les questions s'il y en avait. Donc, allez-y, n'hésitez surtout pas. Avant de passer à la deuxième présentation, on va juste vous rappeler qu'à la fin de ces 4 présentations-là, il va y avoir un petit quiz avec un prix à gagner. Donc, soyez bien attentifs. Il y a une question sur chacune des présentations, si ça vous tente de participer à la fin. Donc, on va passer, encore une fois, merci beaucoup Sophie pour cette super présentation.